Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, dernière vidéo consacrée aux cartes Mono-Gardien. Et normalement, vidéo qui devrait être un peu plus intéressante que les précédentes. Alors, dans le pack Les Échos du passé, on avait l'entraînement au combat de niveau 1. Un soutien qui coûte 1, qui a les traits talent et aplomb. 1 point de santé mentale, pas de point de vie, rapide, limite de 1 aplomb en jeu. Les horreurs non directes doivent être assignées à entraînement au combat avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Action rapide, dépensez une ressource. Vous gagnez +1 en force pour ce test de compétence ou +1 en agilité pour ce test de compétence. Dans cette boîte, on a la version de niveau 3 qui coûte 0 ressources et qui a 2 icônes de force et 2 icônes d'agilité au lieu d'une de chaque. Et autre changement, 3 points de vie et 1 point de santé mentale. Alors, cette carte-là, si vous la mettez dans un deck Mark Harrigan, il a sa réaction. Après qu'au moins un dégât a été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Donc entraînement au combat de niveau 3, 3 points de vie. Donc la carte va pouvoir encaisser va pouvoir encaisser 2 dégâts et va être vaincue par le 3e. Et pourra permettre à Mark Harrigan de piocher 3 cartes. Et pendant ce temps-là, il pourra dépenser des ressources pour se booster. Bon. Mais Mark Harrigan, moi quand je le joue avec un lance-flamme, dans son deck je mets une copie d'acharnement. Chaque fois qu'il inflige des dégâts en excès à un ennemi, par exemple quand le lance-flamme devra infliger 4 dégâts à un ennemi qui a que 3 points de vie, le dégât en excès va sur acharnement. Comme je viens de mettre un dégât sur une carte contrôlée par Mark Harrigan, je pioche une carte. Et si j'ai besoin de ressources, je défausse acharnement pour gagner autant de ressources que de points de dégâts dessus. Une carte que je ne joue que chez Mark Harrigan, mais qui est intéressante dans ce genre de deck. Alors, c'est une carte qui pourrait être intéressante chez Lola Eyes, si on veut faire un deck de combat, mais bon, on a Delilah O'Rourke qui booste le combat et l'agilité, de façon constante, un bonus passif, et qui va permettre d'infliger des dégâts à un ou 2 dégâts à un ennemi en payant des ressources. À noter que si on a l'entraînement au combat de niveau 3, qui va donc pouvoir encaisser 2 dégâts, mais qui va être vaincu par le 3e dégât ou la première horreur. Alors à noter, les dégâts et les horreurs non directes doivent être mis sur l'entraînement au combat avant d'être mis sur l'investigateur. Mais on peut les mettre sur un allié ou sur une carte autre. C'est simplement avant de les mettre sur la carte investigateur. Bref, 3 points de vie, 1 point de santé mentale. Avec la carte 17, l'étoile, on peut faire passer la résistance à 4 et 2 pour encaisser plus longtemps. Alors maintenant la question c'est pourquoi utiliser cet aplomb qui donne des bonus en agilité. On a rarement besoin de l'agilité quand on est gardien. Qu'est-ce qu'on a Voilà, alors je suis en train de réfléchir, les couteaux papillons. Et comme on fait comme c'est du combat, je suis en train de réfléchir, oui. Si là je crois que c'est bon, on peut payer pour augmenter son agilité pour la 2e attaque. Mais de façon globale, le bonus en agilité servira peu. En plus de ça, comme c'est indiqué dans les commentaires, le problème c'est que avec seulement 1 point d'horreur, la carte va pas rester longtemps. Alors que pour encaisser l'horreur, on a accès à une raison de lutter. Bon. Bref, la carte n'est pas enthousiasmante. Alors, à noter, la plupart des effets de soins indiquent clairement qu'on peut soigner des investigateurs ou des alliés. Il y a 2 exceptions.
Si vous jouez la pierre ancienne Esprit en harmonie, voilà une réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Donc si vous avez, si vous avez l'entraînement au combat de niveau 3 plus 17 l'étoile, l'entraînement au combat a maintenant 2 points de santé mentale, et avec la pierre ancienne, vous pouvez soigner les horreurs sur entraînement au combat. Voilà, c'est marginal. Sinon, une carte plus intéressante, l'ouvrage interdit Sombre Connaissance. Je vais pas tout détailler, mais l'action, déplacer un dégât d'une carte joueur dans votre lieu vers un ennemi dans votre lieu. C'est une carte joueur, n'importe laquelle. Donc cette version de l'ouvrage interdit là peut permettre de prendre les dégâts qu'il y a sur entraînement au combat pour les placer sur l'ennemi. Donc par exemple si vous avez un duo Mark Harrigan et Daisy Walker, Mark Harrigan utilise l'entraînement au combat pour encaisser les dégâts, les dégâts non directs bien sûr, et ensuite Daisy Walker va utiliser le livre pour prendre les dégâts qu'il y a sur entraînement au combat et les mettre sur les ennemis pour aider Mark Harrigan à vaincre les ennemis. Voilà, mais bon, en résumé, moi, je n'ai jamais joué la version de niveau 1. Ça correspondait jamais à mes decks. La version de niveau 3, je ne pense pas non plus que je la jouerai. Deuxième carte. Alors, dans le paquet sous les étoiles noires du cycle de Carcosa, on avait la carte En Chasse. Un événement de niveau 0 qui coûte 1, très tactique, rapide à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase du mythe. À la place, cherche un ennemi parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre, générez-le engage avec vous, au lieu de son lieu de génération normale, et mélangez le deck rencontre, si vous ne pouvez pas piocher la carte du dessus du deck rencontre. Dans cette boîte, on a la version de niveau 3, qui maintenant est gratuite. Et la différence, blablabla, c'est que l'ennemi, vous lui attachez En Chasse de niveau 3, et la réaction c'est quand vous vainquez l'ennemi attaché, gagnez 3 ressources. Donc l'intérêt de la carte, concrètement, c'est de vous fournir 3 ressources. À noter quand vous vainquez. C'est-à-dire que si l'ennemi est vaincu par quelqu'un d'autre, pour moi, il n'y a pas de gain de 3 ressources. Du coup, vous dépensez 3 XP. Cette carte-là, elle vous coûte 1 de moins, et elle va vous rapporter 3 ressources. Donc vous payez 3 XP pour qu'à chaque scénario, vous gagnez 4 ressources, enfin vous économisiez une ressource et que vous en gagniez 3. Donc 3 XP pour 4 ressources par scénario, c'est honnête. Si vous aimiez En Chasse et que vous avez de l'XP et que vous avez besoin de ressources, ça peut valoir le coup. Alors En Chasse, à quoi ça servait ? Eh ben, typiquement, pour avoir un ennemi afin que cet ennemi rapporte des indices. Comment ? Avec preuve, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Voilà. Scène de crime, à jouer uniquement lors de votre première action, découvre un indice dans votre lieu, 2 indices à la place il y a un ennemi dans ce lieu, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous êtes dans un lieu à valeur occultée élevée, vous utilisez En Chasse pour aller chercher un ennemi, vous le générez engage avec vous, vous jouez scène de crime sur votre première action, vous avez les 2 indices, puis vous vainquez l'ennemi, vous avez les 3 ressources, et voilà. Grete Wagner, bien sûr. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui 1 dégât, découvre un indice dans votre lieu. Bon, la version de niveau 3 est encore mieux, mais... Leçon retenue, rapide à jouer après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc là, vous mettez l'ennemi, volontairement vous faites quelque chose pour déclencher une attaque d'opportunité, vous jouez leçon retenue, et ensuite vous allez combattre l'ennemi. Voilà. Bien évidemment Roland,
Roland Banks. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Limite d'une fois par round. Donc voilà, en chasse, pour mettre un ennemi dans le lieu pour que le gardien trouve un indice. Très intéressant en solo. Mais ça peut aussi faire venir un ennemi, pas directement, pour un autre investigateur ou pour faire autre chose que le vaincre. Premier exemple, le ventre de la bête, un événement survivant de niveau 0 qui coûte 1, rapide, à jouer après avoir réussi à échapper à un ennemi avec une différence de 2 ou plus, découvre un indice dans le lieu de cet ennemi. Donc le gardien fait venir un ennemi, et le survivant va lui échapper. Alors évidemment, si vous utilisez cette combo, en chasse de niveau 0 suffit. Trish Scarborough, pareil, après que vous avez découvert un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Donc là, le combattant, pendant la phase de mythe, il fait venir un ennemi qui est engagé avec lui. Phase d'investigation, Trish Scarborough commence. Elle trouve un indice par une enquête ou par un effet autre. Elle profite de la présence de l'ennemi pour prendre un deuxième indice. Dès que le lieu est vide de ces indices, elle sort. Ensuite, le combattant joue son tour, il achève l'ennemi, il récupère les 3 ressources. Voilà, et bien évidemment, le gain de ressources, ça fait penser à relation influente. Relation influente, alors la version de niveau 3, a priori non, parce que en chasse est déjà de niveau 3, et si je dis pas de bêtises, il y a que Lola Ice qui peut avoir des cartes gardiens et des cartes truands de niveau 3, mais la version de niveau 0, elle est jouable par Léo Anderson. Voilà. Et enfin, la dernière carte de cette vidéo, le Croc de Tirfra, ou un nom comme ça. Un événement de niveau 4 qui coûte 3. Combattre. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé comme la cible de cette attaque. Avant de résoudre cette attaque, vous pouvez vous déplacer dans le lieu de cet ennemi. Vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Ajoutez votre agilité à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. C'est assez impressionnant. Alors ça coûte cher en XP, ça coûte cher en ressources, et j'ai oublié de préciser, je crois que c'est un sort. Bon, du coup, alors, vous allez combattre un ennemi qui est dans n'importe quel lieu révélé, et vous avez déjà la possibilité d'y aller. Alors, donc déjà, le premier aspect de la carte, c'est potentiellement, vous vous téléportez dans n'importe quel lieu révélé. Le déplacement, potentiellement sur une longue distance, ça fait penser à l'Atlas ésotérique. Voilà, action, dépense un secret, choisissez un lieu révélé, éloigné de jusqu'à 3 connexions ou moins par rapport à votre lieu. Éloigné de 3 connexions ou moins par rapport à votre lieu, déplacez-vous vers ce lieu. Le pendentif de la reine, déplacez-vous vers ce lieu. Donc de la téléportation encore. Insaisissable, si vous jouez la carte telle qu'imprimée, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Alors là, c'est sans ennemi. Par contre, en tabou, c'est un lieu connexe. Le voyage astral, pareil, n'importe quel lieu révélé, mais si vous piochez le mauvais pion du chaos, vous défaussez un soutien objet ou un soutien allié que vous contrôlez. Et dans cette boîte, alors Join the Caravan, en français, ça a l'air d'être rejoindre la caravane, tout simplement. Ça coûte 5. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Ça coûte 5, mais pour chaque classe parmi les cartes qu'on contrôle, on diminue le coût de 1. Donc le coût va être compris entre 0 et 5. Probablement 3, mais rarement plus et rarement moins. Voilà. Donc premier aspect, vous pouvez vous déplacer dans le lieu de cet ennemi. Donc ça fait de la téléportation, ça peut vous faire gagner beaucoup d'actions. Vous pouvez aussi choisir de ne pas y aller. Dans ce cas-là, vous avez quand même votre action d'attaque qui est effectuée sur un ennemi qui n'est pas dans votre lieu.
Ça peut servir, par exemple, si vous choisissez un ennemi qui est dans un lieu connexe, vous résolvez cette attaque, et ensuite vous jouez explosion de dynamite. Voilà, vous choisissez un lieu connexe, 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Donc les 4 dégâts de croc de tir fra si vous réussissez votre attaque, puis les 3 dégâts de l'explosion de dynamite, ça fait un total de 7 dégâts. 7 dégâts, c'est un peu plus que 3 par investigateur dans un duo, c'est... Alors, au total, ça vous coûtera 8 ressources, mais c'est assez intéressant, voilà. Maintenant, comme d'habitude, quels investigateurs sont intéressés? Mark Harrigan, parce que, comme pour Mark Harrigan est, je pense, le gardien avec la meilleure agilité de tout ce qui était sorti jusqu'à présent. Donc lui, mine de rien qu'avec ses stats de base, il fait une attaque à 8 pour infliger 4 dégâts. A priori, il aura un allié pour lui booster son attaque, donc 9. Il a la possibilité, avec Sophie, de s'infliger un ou plusieurs dégâts directs pour à chaque fois augmenter sa valeur de compétence de 2. Donc il va facilement atteindre une valeur de compétence de 11, 12, voire 13. Et même en expert, 13 moins 8, ça fait 5. Donc si vous vous retrouvez face à un ennemi qui a 5 de valeur de combat, vous avez quand même la possibilité, en une action, de lui coller vos 4 dégâts. Sœur Marie, mine de rien, elle a 3 et 3, donc ça fera quand même une attaque à 6. L'événement est un sort. Sœur Marie a accès aux cartes mystiques de niveau 0 à 2, donc notamment l'initié aux arcanes pour tutorer la carte. Voilà, j'aurais été en train de penser un truc autre. Lily Chen, 7, plus ses disciplines. Si vous la spécialisez en combat, ces 2 premières disciplines, ça sera le bonus en force et le bonus en agilité, je pense. Donc, une attaque à 9, plus les autres bonus passifs. Et alors là, un truc qui m'est venu après, la carte a le trait sort et elle est de niveau 4. Et Marie Lambeau a accès aux cartes sort de niveau 0 à 5. Donc elle peut jouer, que je retrouve la carte, elle peut jouer le croc de tir fra. Le truc, c'est que Marie Lambeau, elle a seulement 1 et 3. Donc elle va faire une attaque avec une valeur de compétence de 4. C'est peu. Mais je pensais à Marie Lambeau parce que, à côté de ça, elle a accès à Diana Espérance. Diana Espérance, utilisation 3 secrets, action rapide, attachez un événement sort non faiblesse de votre main à Diana Espérance, limite de 1 événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main. Il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diana Espérance et dépensez 1 secret. Autrement dit, Diana Espérance, avec ses 3 secrets, elle va permettre de jouer 3 fois le croc. Je vais essayer de recadrer un peu. Voilà, elle va permettre de jouer 3 fois le croc. Donc sur un scénario, vous allez avoir la possibilité, à condition d'avoir les ressources à dépenser, de faire à 3 reprises une attaque qui inflige 4 dégâts si elle est réussie. Mais encore une fois, vos stats de base vous amènent uniquement une valeur de compétence de 4, ce qui ne sera pas suffisant. Mais il y a des solutions. La première, la tamée spirituelle. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte sort, inclinez la tamée spirituelle, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc maintenant vous testez à 6. 6 contre la valeur de combat de votre ennemi. Si votre ennemi a 3 de valeur de combat, en standard, ça devrait être bon. On a inébranlable, le talent, le talent, l'aplomb, des mystiques. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte sort, dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test. Dans la boîte, on a la version de niveau 3. Voilà, ce qui change, c'est le nombre de vie et de santé mentale de la carte. Du coup, tant que vous avez des ressources, vous pouvez vous booster, mais ça revient vite cher. Marie Lambeau, elle a accès à Hyperconscience, qui peut lui booster son agilité. Travail de terrain.
pourquoi j'ai mis ça là? Parce que Croc de Tirfra, je sais pas, ça vous propose de vous déplacer dans le lieu. Si vous choisissez ça, vous pouvez vous téléporter dans ce lieu, puis dire hop, je viens d'entrer dans un lieu qui a des indices, j'incline travail de terrain, et j'ai plus 2 à ma valeur de compétence pour le prochain test. Donc vous passez de 4 à 6. On a également le signe des anciens cristallins, donc un accessoire de niveau 3 qui coûte 3, objet relique béni, scellez le pion +1 ou le signe des anciens, vous gagnez +1 en volonté, +1 en intelligence, +1 en force et +1 en agilité. Du coup, pour l'utilisation du Croc de Tirfra, vous avez un +2. Rappel, Marie Lambeau, elle a 4 de base, avec cet accessoire, elle est à 6, et avec toutes les cartes que j'ai mentionnées avant, par exemple la tamée spirituelle, elle peut monter à 8. Et là, pour le coup, on se retrouve donc avec où est-ce qu'elle est ? Diana Espérance, voilà, qui va vous permettre à 3 reprises. Diana Espérance va permettre à 3 reprises de jouer le Croc de Tirfra, et si vous avez construit votre deck autour, le Croc de Tirfra pour Marie Lambeau, ça donne dépenser 3 ressources, choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé, vous pouvez choisir de vous téléporter, puis faites un test à 8 contre la valeur de combat de cet ennemi. Si vous réussissez, vous lui infligez 4 dégâts. Du coup, ça fait une attaque extrêmement forte. La question qui se posera, ça sera, est-ce que j'ai vraiment besoin de... Je vais y arriver. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'infliger autant de dégâts en une action ? Est-ce que j'ai besoin de le faire plusieurs fois ? Et est-ce que toutes les cartes que je mets dans mon deck Marie Lambeau pour booster cette attaque suffiront ? Et je ne l'ai pas mentionné parce que je l'ai mentionné pour toutes les autres cartes, bien évidemment. Cette carte-là, vous pouvez la jouer avec Nathaniel Cho. Et alors, son agilité est de 2, sa force de base est de 5. Si vous avez ça dans votre deck, vous avez déjà les gants de boxe améliorés, qui lui donnent +2. Donc 5 +2, ça fait 9. Plus un allié, il fait une attaque avec une valeur de compétence de 10. S'il réussit, il inflige 5 dégâts. Par contre, c'est un sort, ça n'a pas le trait esprit, donc il ne peut pas le tutorer. Moi, quand je fais un deck Nathaniel Cho, j'essaie de mettre quasiment que des événements avec le trait esprit. Bon, voilà, donc le Croc de Tirfra, je vais voir s'il n'y a pas un truc qui m'a échappé. Ah oui, j'ai bien fait de regarder. Un truc important aussi avec cette carte, c'est dans un deck Zoé Samaras. Quand vous piochez la faiblesse de Zoé Samaras, voilà, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcez quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, Zoé Samaras subit un traumatisme mental. Donc, quand vous piochez cette carte, vous défaussez des cartes du dessus deck rencontre, vous générez l'ennemi, vous lui attachez châtier le mal et vous le mettez dans le lieu le plus éloigné de vous. S'il y a égalité entre plusieurs lieux, l'investigateur principal choisit. Si le lieu le plus éloigné de vous est un lieu révélé, vous allez pouvoir jouer Croc de Tirfra, vous téléportez, même pas vous téléporter d'ailleurs, vous combattez à distance cet ennemi. Si l'attaque est réussie, vous lui infligez 4 dégâts, on peut espérer que ça suffise pour le vaincre, et l'ennemi est vaincu, châtier le mal est défaussé, et il n'y aura pas de traumatisme mental pour Zoé. Le seul truc à considérer, c'est que si vous vous téléportez pas et que vous ratez votre action, l'ennemi est toujours éloigné de vous. Si vous vous téléportez dans l'hypothèse où vous auriez besoin de rattaquer cet ennemi, potentiellement vous vous êtes éloigné de l'endroit où vous cherchiez à aller. A l'inverse, si vous avez un scénario dans lequel il faut avancer
puis revenir sur ses pas et que vous piochez châtier le mal quand vous devez revenir sur vos pas, et ben vous utilisez le croc de Tir-Fra, vous téléportez, vous attaquez l'ennemi, il est vaincu, encore une fois idéalement, la faiblesse est défaussée et en plus vous êtes revenu à votre point de départ, vous êtes prêt à abandonner le scénario. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Un dernier petit truc aussi, en chasse, éventuellement dans un deck Mark Harrigan. Moi je trouve que Mark Harrigan, il pioche quand on... Enfin, tel que moi je joue Mark Harrigan, il pioche très rapidement. Donc, si on met en chasse de niveau 3 dans son deck, on va le jouer une première fois, gagner 3 ressources grâce à l'ennemi qu'on a vaincu, défausser en chasse, le remélanger dans le deck, le repiocher, le jouer une deuxième fois. Dans un deck Mark Harrigan, cette carte peut vous permettre de gagner 6 ressources sur une partie sans trop de difficultés. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, je dirais même c'est tout pour cette semaine. Voilà, on a vu toutes les cartes gardiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes, dont une qui est l'amélioration d'une autre qui est dans ce pack-là. À partir de la semaine prochaine, on passe aux cartes chercheurs, qui, pour autant que je me souvienne, sont beaucoup plus enthousiasmantes. Bon, alors, comme je le dis d'habitude, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez déjà des premiers retours sur les cartes dont j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas, surtout si vous avez une opinion très différente de la mienne. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, ou peut-être tout simplement que vous jouez des decks très différents des miens, et que donc vous n'êtes pas à la recherche des mêmes cartes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a intéressé. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.